Bonjour, bonsoir, c'est l'Appendicite et bienvenue dans ce deuxième épisode de La Case dans lequel j'ai la chance de recevoir Julia, plus connue sous le nom de Ace Kid sur internet. Si jamais vous regardez ma chaîne YouTube, vous avez dû sûrement voir sa tête, car j'ai fait une vidéo avec elle dans laquelle je lui montre tous mes anciens et merveilleux cosplays. Évidemment, ce n'était pas sans lien avec son travail que j'ai fait cette vidéo, car Julia est vidéaste, streameuse et prof de japonais. Oui, les trois à la fois. Et je vous invite vivement à découvrir son contenu dans lequel elle parle de beaucoup de ses passions, que ce soit le jeu vidéo, la couture ou encore le japonais. Mais en attendant, je vous propose de la connaître encore mieux ou de la découvrir au travers d'une discussion que j'ai eue avec elle au sujet de son parcours de lectrice de manga. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de La Case. Aujourd'hui je suis avec Ace Kid et je suis hyper contente de la voir parce que ça fait depuis super longtemps que je suis sa chaîne, au moins 2 ans, et j'aime beaucoup son contenu, du coup je suis ravie que tu sois là. Coucou, c'est moi Iskid, Julia aussi pour les intimes. Et du coup, je suis prof de japonais. Je fais des vidéos sur YouTube sur le Japon, apprendre le japonais, mais aussi sur la couture parce que c'est aussi un autre truc qui m'intéresse beaucoup. Et je stream des jeux vidéo sur Twitch. Voilà, donc allez la suivre partout parce que c'est trop bien ce qu'elle fait. Et aujourd'hui on est là pour parler d'un sujet que t'as pas trop abordé sur ta chaîne, même je crois quasiment pas. Jamais. Voilà, jamais. Aujourd'hui on va parler de manga et pour savoir comment tu t'es mis à lire des mangas. Et du coup la première question que je pose à peu près tout le monde c'est: quel a été le premier manga que t'as lu? Alors, le premier manga que j'ai lu ou que j'ai vu? Que t'as lu? Que j'ai lu, je pense que ça devait être Fruit Basket. Et c'est aussi celui que j'ai vu pour la première fois. À l'époque, vers genre 2004 par là, il y avait des collections de DVD où tu avais un DVD qui était envoyé chaque mois et en fait, tu t'abonnais. Et à la fin, du coup, si tu t'étais abonné pendant suffisamment de temps, tu avais le coffret complet avec, du coup, la boîte collector, quoi. Et donc, à cette époque-là, c'était au tout début où il y avait ça. Les 4 premiers DVD que tu recevais, c'était Fruit Basket, Lovina, je crois que c'était Sayuki et Last Exile. Donc, quatre animés qui maintenant ont vachement de réputation. Et du coup, ma sœur et moi, on est tombées amoureuses de Fruit Basket. On a regardé le premier DVD, donc c'était 4 épisodes à chaque fois. Premier DVD, je le connais par cœur. Et en fait, on a du coup demandé à avoir les mangas. Donc, maman découvre les mangas au même passage. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert les mangas. Et donc je sais que tu vivais à la campagne et j'ai une petite question parce que je sais que c'est compliqué de trouver des mangas quand on vit à la campagne. Et est-ce que ça a été galère pour ta mère de tomber dessus ou elle a passé commande quelque part? Bah, en fait, on a eu du bol parce que pas si loin que ça, il y avait un espace culturel à Leclerc et que c'était l'un des meilleurs espaces culturels que j'ai jamais vu dans un Leclerc. Et ils avaient vraiment une très très bonne sélection de mangas. Je crois que dans la même ville, il y avait des cours de japonais, c'était peut-être lié. Et du coup, non, on n'a jamais trop eu de problème à accéder aux livres, mais il fallait quand même qu'on fasse 40 minutes de route. Ouais, quand même. Donc là, t'avais quel âge à peu près quand t'as lu Fruit Basket? En 2004, je devais avoir genre 9-10 ans. Ah ouais, donc au final, c'est une de tes premières lectures aussi d'une série aussi longue. Tout à fait, ouais. Ouais. Genre ça, c'est vraiment le manga qui a un peu marqué ton entrée dans l'adolescence, enfin dans l'enfance-adolescence. Est-ce que t'étais aussi dans la vague de tout ce qui était les shoujo qui sont sortis après? Parce que Fruit Basket, ça a vraiment marqué un gros boom des shoujo en France. Et après, il y a eu par exemple Nana, il y a eu, je sais pas, il y a aucun exemple qui vient en tête, mais à part Nana. Nana, c'était ouais, le deuxième gros shoujo. Effectivement, ça a marqué du coup un peu mon intérêt là-dessus. Il y a eu aussi à l'époque, à Nose, de temps en temps, tu trouvais des mangas qui allaient arrêter d'être publiés. Et donc ma mère, tu sais, les Nose, les magasins, genre, ils balancent tous les vieux stocks des autres magasins. Faut que t'y ailles, si jamais t'y es jamais allé. Je connais pas du tout. Et donc, genre, il n'y a aucun moyen de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le magasin tant qu'il n'y est pas. Et ma mère avait trouvé une série qui s'appelait Cyber Idol Mink, qui était une histoire d'une nana un peu magical girl, sauf qu'elle se transformait en idol et elle se transformait en magical girl. Et donc c'était en 6 tomes et ça a été du coup le premier shoujo autre que Fruit Basket que j'ai lu. Et en plus à cette époque-là, Fruit Basket n'avait pas fini d'être publié, donc t'avais pas la fin. et Et du coup, ouais, ça a été vraiment le premier manga complètement, c'était pas un animé. Et sinon, j'ai découvert Nana quand ça passait sur Énergie 12. Ah ouais. Du coup, c'était quand j'étais au collège, genre de 2006 à 2009 à peu près. Et là, pareil, j'ai acheté les tomes, etc. Et j'ai
continué à lire des shoujo, mais je suis aussi passée au shonen, avec notamment Full Metal Alchemist et One Piece, que j'ai lu jusqu'au tome 43 et j'ai laissé tomber il y a longtemps. Et du coup, ouais, ça a été mon premier contact avec le Japon, tout ça, finalement. J'avais déjà des intérêts très vagues pour l'Asie, parce que j'étais fan de Mulan quand j'étais petite. Et en fait, ça a été le vrai premier contact direct avec une culture d'un des pays d'Asie de l'Est. Et à partir de là, du coup, mon intérêt s'est vraiment approfondi pour le Japon spécifiquement. Et surtout, genre, quand t'as 10 ans, niveau géographie, surtout à l'époque où on n'avait pas Internet et tout, tu savais pas trop ce qui se passait là-bas, tu vois. C'est clair. Donc, je savais pas du tout même. Tu savais pas trop la différence entre tous les pays et tout. Donc ouais, j'ai vraiment plongé là-dedans à ce moment-là. Et surtout, ce que je trouve de l'intérêt des shoujo, c'est comme ils montrent la vie de tous les jours, ça donne vachement envie de vivre ce qu'ils vivent, quoi. Parce que dans Fruit Basket, il y a plein de situations que nous, en tant que Françaises, on vivait pas. Bah, tout le lycée avec les uniformes et tout, le nouvel an qui se passe pas du tout comme chez nous, aussi la maison elle-même, ça c'est un truc qui m'a passionnée dès le départ. La maison dans laquelle ils vivent dans Fruit Basket, c'est une maison qui est en partie traditionnelle, avec notamment les portes, les chaudis qui sont en papier. Et juste, mais je comprenais pas du tout. La première fois que j'ai regardé l'anime, je comprenais pas le coup de péter la porte et que c'était pas grave parce que c'était en papier et qu'ils pouvaient aussi la refabriquer eux-mêmes, tu vois. Je trouvais ça super intéressant et je pense que c'est ça qui a créé aussi un petit peu mon amour de la vieille architecture japonaise et aussi des kimonos, parce qu'il y a certains personnages dans Fruit Basket qui sont tout le temps en kimono. Notamment le singe. Notamment le singe, mais aussi simplement le chien. C'est vrai, c'est vrai. Donc, si vous n'avez pas regardé Fruit Basket, attention, ce qu'on vient de dire n'est pas vraiment du spoil, mais n'allez pas vous renseigner plus que ça avant de regarder le premier épisode. Vous comprendrez à la fin du premier épisode. Faut pas spoiler plus que ça parce que c'est super drôle de savoir quel est le rapport avec ce qu'on vient de dire en fait. Non mais surtout, faut pas se faire spoiler sur Fruit Basket parce qu'il y a des trucs, il faut mieux le découvrir à la fin parce qu'il y a des... Ouais. Ce manga est vraiment une pépite d'écriture, je trouve, vraiment. J'adore ce manga. Moi aussi, ça a été une grosse porte d'entrée dans tout ce monde-là. Et si vous savez pas, il vient d'y avoir un remake de la première saison qui vient juste de se finir là. Et tout le reste du manga va aussi être adapté. Ça va être un peu comme Full Metal Alchemist Brotherhood, où ils vont être vraiment super fidèles au manga. Donc si jamais vous voulez le voir en version animée, avec notamment des dessins beaucoup plus à jour que les dessins shoujo des années 90 là, bah du coup vous pouvez regarder ça. Et puis surtout ils vont plus respecter l'histoire parce que l'animé avait aussi pris des libertés. Le premier animé, ouais, il a un peu mal vieilli. Ouais, il a très très mal vieilli. Je suis tombée amoureuse du Japon avec ça, mais je le re-regarderai pas quoi. Ouais, et quel manga t'a vraiment donné envie d'apprendre le japonais? Est-ce qu'il y en a un qui a fait un petit déclic comme ça où tu t'es dit « Ah, j'aimerais bien le lire en version originale ». Bah c'est rigolo, mais je pense que c'est Fruit Basket. En fait, mon déclic d'apprendre le japonais est venu très très tard, parce que je me suis d'abord intéressée au manga, puis après, c'était la grande époque de Skyblog. Et je tombe sur un Skyblog Star, donc c'était ceux qui étaient mis sur la première page de Skyblog pendant genre une semaine. Qui parlait de l'Asie, et il y avait dans ce blog-là une photo d'une nana que j'ai trouvée vraiment genre magnifique. J'ai jamais vu qui que ce soit de plus beau dans ma vie, tu vois. Et heureusement, il y avait son nom à côté. J'ai vu, elle s'appelait Hamasaki Ayumi. Et j'ai googlé ça, je suis tombée sur des photos, puis après, j'ai découvert qu'en fait, c'était une chanteuse. Donc j'ai écouté toute sa musique et tout, et je suis vraiment tombée amoureuse de ça. Si jamais vous voulez une bonne recommandation en J-pop, elle a une discographie de malade, vous trouvez forcément quelque chose qui vous plaît. Et donc, le vrai moment où je suis tombée amoureuse du japonais en tant que langue, c'était à ce moment-là, mais j'étais allée chercher des traductions, et à cette époque-là, il y avait assez peu de gens qui faisaient des traductions de paroles de musique, et surtout, ils les faisaient toujours à partir de l'anglais jusqu'au français. Donc, c'était une traduction d'une traduction, et en général, les traductions en français étaient vaseuses et un petit peu niaises, j'ai envie de dire. Et du coup, ça m'a pas du tout donné envie de comprendre les chansons, en fait. Genre, j'ai eu quelques déceptions comme ça, et je me suis dit, en fait, je préfère ne pas comprendre les chansons que j'écoute. Et donc, finalement, ça m'a empêchée d'apprendre le japonais pendant super longtemps. Et puis, au bout d'un moment, je pense que c'est ce qui a fait vraiment le déclic. Genre, je m'y suis mis sérieusement. C'est quand Animal Crossing New Leaf a mis 15 ans à sortir en version française, alors qu'il était sorti... Genre, il est sorti en juin en Europe. Il était sorti en novembre de l'année d'avant, au Japon. Et du coup, pendant quasiment un an, là, on pouvait pas y jouer alors que le jeu existait. Et toute la frustration s'est empilée à ce moment-là. Et puis, j'ai fini par vraiment me mettre sérieusement au japonais après ça, quoi. Ok, et est-ce que maintenant tu lis des mangas en japonais? Je lis des mangas japonais, ouais. Je lis des shoujo,
Les shonen, j'ai pas encore attaqué parce que ça me fait un peu peur au niveau du vocabulaire. Parce que dans les shonen, c'est souvent des histoires de magie ou d'alchimie ou de pirates. Et du coup, il y a toujours du vocabulaire super spécifique qui te sert pas du tout dans la vie de tous les jours. Et donc, j'ai pas encore vraiment attaqué les shonen, mais c'est plus par manque de temps que par manque d'envie en fait. Parce qu'on dit souvent que les jeunes japonais apprennent du vocabulaire avec les mangas. Est-ce que toi, tu trouves que ça t'a servi dans ton apprentissage du japonais ou pas trop? Je me suis assez peu servi des mangas et des animés pour apprendre le vocabulaire, mais par contre, une fois que j'avais appris mon vocabulaire, je le réentendais tout le temps dans les animés. Donc évidemment, si on fait dans le sens inverse, on peut tout à fait s'en servir pour apprendre le japonais. Particulièrement les shoujo et les trucs qui se passent dans la vie réelle. L'autre fois, je me suis fait un week-end entier où j'ai binge-watch absolument tout, Fruits basket. Et du coup, je voyais de la grammaire que j'utilisais que je bossais moi-même avec des bouquins. Il y avait un petit peu de vocabulaire spécifique, forcément, il y en a toujours. Mais comme c'est principalement de la conversation de tous les jours, évidemment que tu te sers de ça. De toute façon, tout le japonais, je pense que tu consommes, va te servir à améliorer ton japonais, forcément. Sauf si tu regardes avec des sous-titres anglais et que tu te concentres que sur les sous-titres. Là, c'est pas une bonne méthode pour apprendre le japonais que de regarder juste des animés sous-titrés. Mais par contre, dès que tu passes au sous-titré japonais, ça te fait progresser de dingue. Et si t'as même pas de sous-titres, c'est encore mieux. Et j'ai une question un peu bizarre, mais est-ce que tu trouves que la langue japonaise a évolué en fonction des animés plus vieux que les animés récents? Est-ce que tu trouves une différence ou t'as pas noté ça? Je pense que j'ai pas un assez bon niveau et une assez bonne culture de la langue pour pouvoir observer ça. J'ai pas beaucoup regardé tant que ça en fait d'animés qui sont vieux finalement, puisque j'ai regardé Fruits basket qui date de 2001, mais sinon tous les autres animés ils sont début des années 2000 quoi. J'ai très peu regardé de choses qui passaient par exemple dans le Club Dorothée ou quoi que ce soit. Ouais, t'es pas de la génération, du coup c'est normal. Et donc t'as commencé avec Fruits basket, Nana et tout ça. Et qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans les shonen? Genre quel est le titre? Sayuki, puisque c'était dans la même boîte que Fruits basket. Et que je me suis dit, ah, c'est bien. Mais en fait, comme j'avais 9 ans à peu près quand j'ai découvert ça, et qu'on avait même pas la DSL. Donc pour regarder d'autres animés, on n'avait pas d'autre choix que d'acheter d'autres DVD. On habitait au milieu de la campagne, donc la TNT, il n'y avait même pas encore ça. On captait la 1, la 3 et la 2 des fois. Quand il faisait beau, c'était tout, quoi. La TNT, c'est arrivé bien plus tard en plus. C'est arrivé plus tard, ouais. Et donc, il n'y avait pas du tout dans ma tête ces distinctions de shonen, shoujo. C'était juste, genre, il y avait des animés où il y avait plus des combats et des animés où il y avait plus des histoires de romantiques. Déjà, on n'avait même pas le mot animé. Pour nous, c'était des dessins animés. Ouais, voilà, c'est ça. On savait que c'était japonais, ça s'arrêtait à peu près. C'est comme nous, finalement, quasiment tous les gens de notre âge, leur premier animé, en fait, techniquement, ça a été Pokémon. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Digimon aussi. C'était vraiment les trois parce que ça passait à la télé, mais pour nous c'était des dessins animés. Pokémon, j'arrive pas à le ranger dans la catégorie des animés. Moi non plus. Émotionnellement, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est vrai. Ça se relie plus à l'enfance que les animes. Puis surtout, ça se relie plus à tu regardes un épisode et c'est tout. Alors que les animés, tu les regardes par saison, quoi. Et donc dans cette période où t'as découvert tout ça, t'as découvert aussi les mangas un peu plus tard. Et est-ce que tes amis, t'es dans le même délire que toi ou pas du tout? Pas du tout. Et il a fallu attendre la fac de japonais pour que je me fasse des amis qui avaient aussi un intérêt pour le Japon. Il y avait quelques-uns de mes amis quand j'étais au lycée qui regardaient des animés ou qui lisaient des mangas. C'était déjà passé à cette époque-là dans les mœurs de tout le monde, quoi. J'avais un pote qui adorait Berserk, par exemple, mais il en avait rien à faire des autres mangas. Mais quand j'ai commencé vraiment, genre fin de primaire et début de collège... personne n'en avait jamais entendu parler. C'était même pas encore l'époque où Naruto était vraiment très populaire. Donc je pense que les gens qui ont 3-4 ans de moins que moi connaissaient Naruto, regardaient Naruto, etc. Et t'avais des gamins qui jouaient comme Naruto à l'école primaire. Mais moi, j'étais pile trop vieille pour ça. Donc ouais, je me suis sentie seule pendant longtemps. Et puis en plus, comme mes intérêts au fur et à mesure se sont plus dirigés vers la musique que vers les mangas, c'était encore plus obscur. Et pendant très longtemps, notamment, ma famille s'est un peu moquée de moi. En fait, ils ont découvert les années récentes, là, que pendant que j'étais au collège, moi, j'écoutais de la city pop, du blues, du jazz, et qu'en fait, c'était absolument pas qualifié, stéréotypé, goût de merde. Mais comme c'était japonais, c'était pas de l'anglais, tout de suite... Ouais, des grosses moqueries, et puis... Voilà. C'était des taquineries pas méchantes pour ma famille, mais je le prenais très mal parce que j'avais 12 ans. Normal. Et pour les autres, par contre, c'était vraiment genre... Ah, c'est pas l'anglais? Ah...
Ouais, ça c'est le gros problème quand on est au collège puis au lycée, même si au lycée ça se calme un peu plus. Parce que bon, les mangas n'étaient pas considérés comme quelque chose de très populaire. Et est-ce qu'il y a un manga particulièrement que tu as eu honte de lire? C'est bizarre comme question, mais... Non, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a eu clairement de la musique que j'ai eu honte d'écouter. Genre la pop très sucrée, là. La pop à idol. Un manga que j'ai eu honte de lire. T'as forcément les mangas, tu sais, tu tombes sur ton premier manga vaguement érotique et tu dis « Ouh là là !» C'est la question que j'allais te poser, genre, est-ce que t'as lu des hentai ou des trucs comme ça quand t'étais jeune? Je suis tombée sur des hentai et c'était vraiment... j'ai pas trop apprécié. Parce que de un, j'étais trop jeune et puis je pense que je suis pas le genre de personne à apprécier ça. Je lis du BL. Mm. Et Donc du boys love, pour ceux voilà, qui du savent pas. boys love, donc c'est des histoires d'amour, pareil, où il y a souvent des scènes de cul, mais pas toujours, entre garçons. Et en général, d'ailleurs, le boys love est écrit par des autrices au lieu d'auteurs, et donc le traitement de l'histoire d'amour et de la scène érotique est complètement différent. Et c'est notamment pour ça que je me suis pas du tout intéressée au cas de entre filles, quoi. Et Parce que du coup, entre filles, c'est plus écrit par des auteurs et non des autrices, et donc les scènes sont vraiment différentes. voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus proche du porno pour le porno que... Alors que dans le... Ça peut surprendre hein, si on connaît pas du tout le truc, mais dans le boys love, le point d'intérêt principal, ça reste l'histoire. Et donc je lis ça et au début, je trouvais ça embarrassant un peu. Puis en fait, je me suis rendu compte que quasiment tout le monde en lit. Surtout parmi mes amis. Et du coup, ça m'a pas Pas tant choqué spécialement... que ça. Mais je suis tombée dessus à un âge où c'était plus choquant. C'était pas trop tôt. J'ai des amis qui sont tombés dessus beaucoup plus tôt et je me dis, mais comment ça tu lisais ça à 11 ans? Comment ça? Après, il y en a qui sont un peu plus matures ou qui Oui, sont clairement, habitués. ouais. Et est-ce que aussi, quand Internet c'est un peu plus développé, genre, notamment les forums, les trucs comme ça, est-ce que parce que dans ton école c'était plus compliqué de te faire des potes qui avaient ce genre d'intérêt, mais est-ce que sur les forums t'as trouvé des gens qui partageaient tes centres d'intérêt, qui pouvaient te conseiller, ce genre de choses? Complètement, à cette époque-là, c'était vraiment le truc de avoir un forum où soit t'es carrément le créateur du forum, soit t'es vraiment un membre qui vient tous les jours. Genre, la réputation des gens se calculait au nombre de posts qu'ils avaient parce que c'était marqué sous leur avatar. Et j'avais du coup un forum sur Hamasaki Ayumi, donc pareil, ça parlait principalement de musique, mais on parlait aussi de manga. Et donc il y avait pas mal de recommandations là, et ça a été vraiment mon cercle social. Pendant que j'étais au collège, je passais ma vie dessus. En plus, c'était l'époque où il n'y avait aucune page qui se rafraîchissait toute seule. Du coup, il fallait toujours appuyer sur refresh pour voir s'il y avait quelqu'un qui t'avait répondu. Tu n'avais pas de notification. Donc il fallait toujours aller vérifier les sujets où tu avais posté pour voir si tu avais une réponse ou pas. Et puis sinon, ouais, c'était clairement les forums, les blogs, les skyblogs de fanfiction. Il y a quelque part sur internet, toujours, mon skyblog avec des fanfictions que j'ai écrites dessus, que je ne partagerai jamais. La même. Ce genre de truc, ça doit rester au fin fond d'internet. Et d'ailleurs, j'ai rencontré l'une de mes meilleures amies comme ça, parce qu'elle écrivait des fanfictions. Moi, j'avais commencé à laisser des commentaires sur ces trucs. Elle avait vu que j'en écrivais aussi. Elle laissait des pavés. Tu sais, c'était des commentaires de texte qu'elle faisait. Et puis en fait, au fur et à mesure, la discussion avait migré sur nos vies, quoi. Et un jour, j'ai fait ça te dit de regarder le Hobbit ensemble ce week-end? Elle fait ouais, mais genre, tu viens chez moi? Je fais bah, si tu veux. Et puis j'y suis allée. Je savais pas du tout à quoi elle ressemblait. Je lui avais parlé une fois au téléphone. Eh ben, mais vous habitiez loin ou... Elle était à Paris, moi j'étais en Bretagne. Ah oui, quand même. Et t'avais quel âge quand t'as... J'avais 19 ans. Ah, ça faisait 4 ans qu'on se parlait à peu près. Ok. Bon, ça va. C'est pas trop jeune. Ma mère m'aurait pas laissé faire sinon. Ah, tu lui as pas dit? Bah si, je lui ai dit du coup, mais comme elle savait que j'étais grande et que c'était mes sous... Ouais, c'est pas le même impact. Voilà, puis j'avais quand même un autre point d'atterrissage sur Paris, j'avais de la famille là-bas donc... Au cas où. Ouais. Si vous êtes jeune, ne faites pas ça. C'est une très mauvaise idée. C'était rigolo à faire, mais c'est une très mauvaise idée à suivre. Et pour en revenir à tes années collège ou aussi adolescence, est-ce que t'as un personnage qui t'a vraiment marqué et qui t'a permis de grandir ou quelque chose comme ça? Ou auquel tu t'es attachée? Ça demande réflexion. Je pense oui. Je pense que j'ai été plus attachée à tous les personnages d'une série en même temps. Et pour le coup, vraiment, qui a été super formateur, c'est Fruits Basket et Nana. Ça, c'est sûr. Nana, parce que ça a été
premier éveil à la sexualité, parce que la sexualité est traitée dans Nana de manière très tout public, hein. Mais c'est des adultes et ils ont une vie sexuelle. Et puis Fruit Basket... Fruit Basket, en fait, l'histoire fait qu'il y a une héroïne et qu'elle arrive dans une famille à problème, et une très grande famille, et qu'elle va rencontrer au fur et à mesure les membres de la famille, et qu'en fait, comme c'est une bonne personne, elle a une bonne influence sur eux, et au fur et à mesure de l'histoire, ils deviennent de plus en plus heureux, quoi. Et ça m'a vachement inspirée dans le sens où je me suis dit, ben, si t'es gentil, tu peux vraiment faire des choses chouettes pour les autres. Et du coup, je peux pas dire que Toru c'est vraiment mon modèle, mais c'est quelque chose auquel je pense quand je suis par exemple de super mauvaise humeur et que je me dis de toute façon cette personne-là je la déteste et puis je lui rendrai pas service et tout. Puis après genre il y a une petite image de Toru qui arrive dans ma tête et qui fait mais moi je le ferais. Et je suis genre bon d'accord je vais le faire. Ou des fois tu sais tu marches dans la rue, t'es de mauvaise humeur et puis il y a quelqu'un qui te regarde et tu dis c'est qui ça, pourquoi il me regarde mal comme ça. Puis genre, j'ai une petite voix dans ma tête qui fait « Mais pourquoi tu parles agressivement comme ça ?» alors que j'ai pas du tout parlé, quoi. Et donc, ouais, ça me motive à être une meilleure personne. En même temps, Toru, c'est vraiment un personnage qui est fondamentalement extrêmement gentil et qui fera toujours passer les autres avant elle. Du coup, bon, c'est clair que c'est un bon modèle quand même. Et en même temps, dans l'animé, c'est montré que c'est pas toujours une bonne chose. Et c'est pour ça que Fruit Basket, faut vraiment que vous le regardiez, parce qu'il y a pile le bon équilibre. Elle est pas chiante parce qu'elle est parfaite. Non, c'est vrai. Et puis même, tous les autres personnages sont hyper complexes et intéressants. Et comme tu dis, ils contrebalancent aussi l'image que la perfection de Toru a en apparence, disons. Que ça peut être pesant pour elle aussi. Du coup, là, on a beaucoup parlé de shoujo. Et je voudrais un peu revenir sur les shonen. Est-ce que t'as une œuvre qui t'a vraiment marqué, genre Naruto, One Piece ou quelque chose? Le premier animé de Fullmetal Alchemist. Parce que ça a été du coup... En fait, je l'ai regardé à la période où le manga avait déjà attrapé. Donc il n'y avait pas encore Brotherhood, mais on pouvait déjà comparer le manga de Fullmetal Alchemist et l'animé, le premier animé. Et il y avait déjà tous les débats sur Internet sur quelle était la version la meilleure, etc., quoi. Et en fait, moi j'étais plutôt de l'avis que j'aimais vraiment bien le premier animé. Je trouve que comment ils l'ont terminé avec le film, enfin le film lui-même était merdique, mais c'était une conclusion satisfaisante. Et puis surtout, ils avaient vraiment contourné le problème de ne pas savoir exactement où est-ce que l'autrice voulait aller avec. Et aussi savoir que c'était une autrice qui avait dessiné l'histoire. Ça a changé pas mal de choses, parce que j'avais vraiment l'impression... Comme j'avais, enfin, à ce stade-là, découvert la différence entre shonen et shoujo, et apparemment c'était super séparé, bah du coup, tu sais, quand t'es début d'ado, t'essayes de tout ranger dans des cases. Et que je me disais, bah ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Alors... J'étais assez à l'aise avec prendre des trucs de garçons pour moi, quoi. Mais ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, les cases, elles n'existent pas. Et que c'est pareil, même si t'as une opinion dont la plupart des gens ne sont pas d'accord, bah c'est ok aussi tant que tu le présentes d'une manière qui est pas agressive, quoi. Ouais. Et donc j'ai pu découvrir aussi les débats envenimés sur Internet grâce à ça. Donc c'est un peu pour ça que ça m'a marqué aussi, quoi. Et moi, ce que je trouve fou aussi, c'est que dans Fullmetal, elle a quand même réussi à décrire des personnages masculins qui sont incroyablement profond, quoi. Alors que l'inverse, dans un shonen, un auteur qui écrit des personnages féminins, c'est rarement super détaillé et tout ça. Tout à fait. Et en plus, elle traite hyper bien ses personnages féminins dans Fullmetal, du coup, forcément, moi je trouve que c'est vraiment un très bon manga. J'ai pas vu en entier les 2 animés, j'ai juste lu. Mais ouais, en plus, elle a un humour aussi qui est très particulier. Elle a mis beaucoup d'humour dans son manga. Chose qu'il n'y a pas forcément dans les autres shonen. Genre Naruto, c'était pas très drôle. Ouais, non. Je dois avouer, j'ai lu Naruto que jusqu'à la période où ils sont enfants. Après, j'ai laissé tomber. Et je me suis un peu ennuyée. Ouais. Et est-ce que t'as lu Bleach ou... Bleach, j'avais regardé le premier épisode et puis je me suis dit que c'était pas trop ma tasse de thé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme grands animés? Il y a eu Bleach, il y a eu One Piece, il y a eu Naruto, il y a eu Dragon Ball. On n'a pas parlé de Dragon Ball. Est-ce que toi, ça t'a marqué? Dragon Ball, je n'ai aucune culture de Dragon Ball. Je sais que Son Goku, à quoi il ressemble. Il a un fils qui s'appelle Son Gohan, et du coup, je trouve ça drôle qu'il l'ait appelé Déjeuner. Ouais. Bulma, elle a les cheveux bleus, mais des fois, elle est petite, des fois, elle est grande, et je comprends pas pourquoi. Okay. Je sais qu'il y a des gens verts, et puis des gens roses avec des queues, et puis ils se tapent dessus, beaucoup. Bah non, mais c'est cool, parce que souvent, les gens, ils ont quand même une première approche avec Dragon Ball, très très souvent.
Mais toi, pas du tout. Bah, Moi, pas du tout, non. c'est marrant. Parce que Dragon Ball, ça passait sur les chaînes comme M6, etc. Et j'ai jamais eu le câble. J'ai eu la TNT et je captais pas très bien la TNT, donc il y avait ce qu'il y avait sur W9 et sur Énergie 12. Et ça s'arrêtait complètement là. Le problème de mauvaise connexion à la campagne. Voilà. J'ai dû attendre ma 5e pour avoir la DSL quand même. Hein. Waouh. La DSL en 5e. Avant, tout ce qu'on faisait avec l'ordinateur, c'était jouer aux Sims 1. Et pour avoir des meubles personnalisés, il fallait télécharger. Le fichier, il faisait genre 100 kilo-octets. Kilo-octets, hein, attention, c'est la taille d'un fichier texte, quoi. Eh ben, ça mettait 15 minutes. Waouh. La préhistoire. Voilà. Ok. Et maintenant, est-ce que tu continues à lire des mangas ou plus trop? J'ai repris, mais j'ai surtout repris les animés parce que je peux faire quelque chose d'autre avec mes mains. Parce que je suis aussi en train de me mettre sérieusement à la couture à la main. Et du coup, ça fait d'une pierre deux coups. Comment en plus je peux les regarder avec les sous-titres, mais sans pour autant lire la totalité des sous-titres parce que je comprends en entendant. Si jamais j'ai un doute, je vais check les sous-titres pour voir si j'ai bien compris le mot ou pas. Du coup, ouais, je me suis remise aux animés. Et sinon, les mangas... En fait, je suis terrible. Hein. Je culpabilise de ne pas lire les mangas en japonais. Mais comme je suis en France, je peux pas acheter facilement des mangas en japonais, donc je ne lis pas de mangas. Sérieux? Bah parce qu'en fait, ce serait du temps qui me servirait à améliorer mon japonais. Je suis coincée dans un cycle de culpabilité de je suis pas en train de bosser le japonais, je devrais bosser le japonais, mais ça je le fais pour le plaisir, donc c'est pas bosser du japonais. Ouais, bah après, il faut se dire aussi qu'on paye des traducteurs en achetant des mangas, Tout à fait. qu'on paye des gens, des maisons d'édition, ce genre de choses. Et bon, du coup, en parlant de manga et de choses comme ça, et de manga en français, j'ai un manga à t'offrir. Oh. Voilà, donc c'est un manga en français, je suis désolée, il est pas en japonais. Ça va très bien. Et du coup, c'est un manga qui parle d'une relation entre un vieil homme et son chat. Ah, Voilà. ça m'intéresse. Je te le ramène. C'est rigolo que tu m'offres un manga qui parle de la relation entre un vieil homme et son chat parce que mon roman préféré, c'est Kafka sur le rivage de Murakami Haruki et l'un des personnages qui s'appelle Tanaka, qu'on voit dès le début du bouquin, c'est un vieil homme qui parle au chat. Et c'est, je pense, mon personnage préféré de tout le roman. Bon, en fait, je sais que t'as plein de chats. Voilà, même là, je suis chez toi, il y a 2 chats, et je sais que chez ta mère, il y en a plein aussi. Et du coup, je me suis dit, bon, un chat, un japonais, ça va forcément lui plaire. Puis en plus, c'est une histoire trop mignonne. Du coup, le titre de ce manga, c'est Le vieil homme et son chat, je crois. Et c'est publié chez Casterman, et il y a qu'un seul volume. Et j'aime beaucoup ces petits chats, et elle raconte beaucoup de petites scénettes de la vie quotidienne, mais avec ce vieil homme qui est comme seul ami son petit chat. Bah merci beaucoup, j'ai hâte de le lire. Bah de rien. C'est marrant, à chaque fois qu'on m'offre un truc qui a vaguement un rapport soit avec le Japon, soit en japonais, c'est toujours à propos de chat. Parce que je vois un message subliminal là-dedans. Ça me va très bien. Bah, tu mets déjà à peu près partout, donc je pense que c'est pour ça. Il y a pire comme problème à avoir. Oui, mais du coup, il est en français, j'espère que ça te dérange pas. Il est super beau en tout cas, le papier, c'est du papier à aquarelle et tout. Non, mais je trouve que même maintenant, les éditeurs se développent beaucoup sur différents formats, différents papiers. Et je trouve ça intéressant. Et puis, bon, moi, j'aime beaucoup soutenir les éditeurs français parce que pour en avoir rencontré certains, je trouve qu'ils font vraiment du beau travail. Ils essayent vraiment de faire des bonnes traductions et ils se donnent souvent pour faire le meilleur manga qu'ils pourraient publier. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien offrir à mes invités. J'ai repris le concept de Sophie-Marie Larouille, qui a un podcast qui s'appelle À bientôt de te revoir, où dedans, elle offre à chaque personne qu'elle rencontre des friandises qui correspondent dans son idée à ses invités. Et du coup, moi, je veux offrir des mangas qui correspondent dans mon idée à mes invités. Ça dit des bonnes choses sur moi, alors. T'imagines, t'offres Berserk à quelqu'un, tu te dis... Qu'est-ce que ça veut dire chelou. Sur cette personne-là? Bon, là, ça veut dire que potentiellement, t'es un vieil homme et que donc t'aimes bien les chats, ça, c'est OK. Ouais, je corresponds bien aux deux, ça va. C'est intéressant ce que tu disais à propos des traducteurs et tout, parce que du coup, maintenant, d'avoir vu un petit peu la langue japonaise, etc., et moi-même, j'ai eu des cours de traduction, et donc, à la base, ça m'intéressait pas du tout la traduction, et j'ai fait la fac, et en fait, je me suis découvert une passion pour ça. Et surtout, comme j'ai commencé à lire des mangas au début où ça devenait populaire, c'était pas encore vraiment quelque chose de, comment dire, de démocratisé,
Il y a eu notamment dans les traductions de Fruits Basket, si vous arrivez à trouver les vieilles éditions, il y a notamment des évolutions qu'on voit au fur et à mesure des tomes sur la traduction. Par exemple, des noms des personnages ou alors des suffixes honorifiques qui apparaissent. Parce qu'à la base, dans les premiers tomes de Fruits Basket en français, Toru, elle était appelée par son prénom par tous les personnages. Et en fait, dans la version japonaise, il y a certains personnages qui l'appellent Honda par son nom de famille. Il y en a d'autres qui juste évitent totalement de dire son prénom pendant longtemps. Il y en a d'autres qui lui donnent des surnoms. Et en fait, ça a une importance scénaristique parce que notamment le personnage qui ne l'appelle pas du tout par son nom pendant très longtemps finit par l'appeler par son prénom et il y a une très nette différence au niveau scénaristique entre avant et après et c'est symbolisé par le fait qu'il arrive enfin à dire son nom quoi. Et donc dans les premiers mangas t'as pas du tout cette dimension là mais en fait ils se sont rendus compte et d'ailleurs il y a des notes de traducteurs dans les mangas eux-mêmes où ils ont expliqué que finalement ils se sont rendus compte que c'était important de mettre ça. Et donc, ils ont commencé à le mettre dans les tomes d'après. Ouais, ce que je trouve drôle aussi, c'est que même pas forcément que dans Fruits Basket, mais dans plein d'anciens mangas, ils expliquent aussi des choses très basiques de la culture japonaise. Parce que à la base, les gens n'avaient pas les bases en fait. On comprenait pas ce que c'était. Il y avait des. Enfin, je me souviens, il y a des petits mots, par exemple les onsen, ils vont te mettre un petit astérix et ils vont t'expliquer bain public japonais, nanana. Et maintenant, on a un peu perdu ça et je me dis. Peut-être que parfois c'est compliqué pour quelqu'un qui rentre dans ce milieu du manga, qui n'a aucune connaissance et qui voit ces mots qu'il ne connaît pas forcément. Vu qu'il n'y a plus ces notes de traduction, peut-être qu'ils sont un petit peu perdus. Mais ouais, c'est vrai que c'est marrant ce que tu soulignais. Et il y a aussi... Moi, je vois ça du point de vue de... Je fais des vidéos qui parlent un petit peu de ce qui se passe au Japon et comment apprendre le japonais. Et en fait, comme j'ai été éduquée avec du coup des mangas qui m'expliquaient tout le temps quelles étaient les différences culturelles, j'ai tellement intégré ce que c'est que des fois, je reçois des commentaires sur mes vidéos qui disent « Ah, mais t'as pas expliqué ce que c'est ça !» Genre, je vais manger un truc, je vais dire « je suis en train de manger, je sais pas, des soba. » Je dis juste que je mange des soba, puis je mange des soba, quoi. Et en fait, j'explique jamais ce que c'est que des soba. Alors, comme il y a la vidéo, on voit que c'est des nouilles, donc on comprend à peu près ce que c'est. Mais si, par exemple, ce que je faisais, c'était juste à l'écrit ou alors à l'oral, simplement, ce serait vachement compliqué. Et donc, ouais, j'ai des gens qui me disent « Tu pourrais expliquer ça, quand même, ça serait cool. » Et j'oublie tout le temps. J'ai ce même problème aussi, c'est parce qu'on n'a pas ce réflexe, parce que pour nous c'est normal. Comme tu disais, on a été élevés là-dedans. Et je me demandais, bon là ça sort un peu du contexte du podcast, mais quand t'es arrivé au Japon pour la première fois, est-ce que t'as eu ce sentiment de dépaysement ? Absolument pas. Ouais, moi non plus. Parce que je suis arrivée, je me suis dit, ah en fait c'est comme... Enfin je sais pas, je me sens bien, je connais les règles, je connais tout, vu que soit je l'ai vu, soit je l'ai lu, soit je l'ai appris tout simplement. Et ouais, c'est marrant que t'aies pas eu ce sentiment non plus. J'ai eu plus de choc culturel quand je suis revenue en France après 1 an au Japon que quand je suis allée au Japon pour la première fois. Ce qui en dit assez long sur comment j'étais bien intégrée au Japon, quoi. C'est vrai. Et du coup, cette différence que tu ressentais, est-ce que tu l'as sentie aussi dans ta classe ou avec comme tu disais, avec tes proches qui te comprenaient pas forcément ? Est-ce que c'était dur à cette période-là ? Notamment, le truc numéro 1 sur lequel j'ai eu des problèmes, c'était mes choix vestimentaires. Parce que j'étais tellement en train de me renseigner tout le temps sur la mode japonaise, etc. Et puis lire des mangas comme Nana, ça parle de mode tout le temps. Que du coup, je m'habillais d'une certaine façon, puis ma mère me regardait, puis elle disait « Mais t'es habillée n'importe comment ?» Et j'étais genre « Mais j'ai passé une demi-heure à réfléchir à ce que je mettais !» Et je le prenais forcément très mal. Il y avait aussi tout le stigma autour du look de l'uniforme scolaire, que moi j'aimais bien les jupes plissées, et avec des petites chemises, et forcément les gens qui connaissaient pas trop les animés, ça leur faisait penser plutôt à du porno. Sauf que quand t'as 13 ans et qu'on te dit ça, sacré choc quoi. Et du coup, ouais, j'ai été empêchée de sortir habillée comme ça. Je comprends pourquoi ma mère le faisait, parce que franchement, elle avait pas envie que quelque chose de mauvais m'arrive, mais ça... j'aurais bien aimé qu'elle me fasse plus d'explications. Ou le côté aussi mettre des bas, et le fait que le bas soit plus court que ta jupe et qu'on voit tes cuisses. Au Japon, c'est normal, mais en France, c'est considéré comme super sexy. Et du coup, pareil, quand t'as 12-13 ans, on te laisse pas sortir comme ça, quoi. Et donc ouais, ça a été le plus gros choc où moi il y avait des choses qui me paraissaient complètement normales et les gens autour de moi, pour eux c'était bizarre quoi. Ouais, et aussi t'aimes bien le Lolita, et est-ce que c'était un truc que t'aimais bien à l'époque aussi
Ouais, et du coup, C'était l'un des compliqué. premiers trucs aussi que j'ai découvert quand je traînais sur les Skyblogs encore. Le Lolita, et ça, ma mère ne comprend toujours pas. Ma mère m'a fait une réflexion il y a pas longtemps en se disant ouais mais ça paraît comme, enfin ça ressemble à un fantasme bizarre. Ma mère Sauf me que dit la même chose. ça n'a rien à voir. En fait, le principe même du Lolita, l'idée même derrière la mode Lolita, c'était les femmes japonaises qui avaient décidé de refuser tous les codes de comment elles devaient s'habiller de manière sexy pour plaire aux hommes, et du coup elles s'habillaient comme des poupées ou comme des enfants, parce que les poupées et les enfants, ce ne sont pas des objets sexuels. Sauf que les gens ont toujours l'esprit mal placé et arrivent à transformer des trucs qui sont pas du tout sensuels en trucs sensuels, quoi. Et voilà, c'est devenu ce que c'est. Mais à la base, c'est un mouvement qui est assez en accord avec la rébellion un peu punk, finalement. Ouais, puis même ça se voyait, elle portait ce genre de tenue en bande ou en gang dehors à Tokyo ou à Harajuku. Et puis maintenant, on en voit beaucoup, beaucoup moins parce que je pense qu'il y a aussi moins ce désir de se détacher ou je sais pas. Je pense que déjà, de manière générale, les styles différents... Enfin, il y a beaucoup plus de variété dans les styles, Ouais. où tu peux avoir quelque chose... Il y a moins de gens qui se disent, bon, je veux m'habiller bizarrement, je vais prendre du Lolita, tu vois. C'est, je veux m'habiller bizarrement, ils ont plein de choix, déjà. Mais il y a aussi beaucoup le fait qu'il n'y a plus de hub, comme il y avait avant avec Harajuku, parce que Harajuku est noyé sous les touristes. C'est l'enfer d'aller à Harajuku. Et qu'il n'y a pas eu de nouveaux spots dans Tokyo qui a émergé avec la mode Lolita. Ouais, de nouveaux spots safe en fait. Voilà, c'est ça. Parce que il y a juste trop de touristes. Et le problème, c'est que maintenant, les infos circulent très très vite sur Internet. Donc, même s'il y avait un nouveau spot, il serait envahi de touristes très très vite. Mm. Donc, il y a ça. Quand on va en convention et tout, on voit des Lolitas, mais c'est surtout, en fait, elles organisent des meet-up complètement individuels. Et du coup, c'est vrai qu'en général, quand tu vois une Lolita, t'en vois plusieurs. Ouais. Même en France. Ouais, Ça, en c'est même sûr. temps, quand tu te balades dans Lolita, même dans les rues de Tokyo ou en France, tu te fais regarder et je pense que tu te sens un peu mieux quand t'es accompagné, on va dire. C'est ça. À Tokyo, au moins, tu te fais juste regarder. À Ouais. la limite, prendre en photo. En France, c'est pas la même histoire, hein. Ouais, Tu prends des réflexions et tout. pas facile. Les gens, ils hurlent depuis l'autre bout de la rue. Enfin, Sympa. Et niveau convention, c'est quand que t'as été à ta première convention? j'ai fait un vlog là-dessus, si jamais vous êtes curieux. C'était à Geek Days en 2017 ou 2016, je sais plus. Et c'était ta première? C'était ma première, ouais, j'y suis allée très très tard en fait. J'avais fait un cosplay d'un perso de Star Wars que personne n'a reconnu. Et, et du coup, ouais, j'ai découvert ce que c'était que les conventions et en fait, j'ai pas trouvé ça oufissime quoi. Cette année, j'y suis allée pas mal parce que j'étais invitée à des conventions et parce que, en tant que youtubeuse, du coup, j'avais envie de rencontrer des gens. Alors que ma première convention, personne ne me connaissait à cette époque-là. Et c'était sympa aussi, mais bon, j'irais pas. Si jamais tu me dis entre choisir un bon dîner avec des copains ou aller en convention, je choisirais 100% le bon dîner avec les copains, quoi. Ouais, après, je pense aussi, comme tu as été tard, il y a moins un côté attache ou un côté. Enfin, moi, je sais que j'y suis allée jeune, du coup, j'ai rencontré des potes là-bas, et donc j'ai des potes de convention, enfin, ce genre de délire. Ça, vraiment, rencontrer des gens en convention, à part du coup les gens qui me connaissent et qui viennent me voir, sinon. Ouais, Si, après, techniquement, je me suis fait 2 potes de convention, du coup, comme ça, en fait. parce qu'ils te connaissaient grâce à cette Voilà. Ouais, c'est bien aussi, hein. Du coup, merci, Julia, d'avoir participé à ce podcast. Avec Je plaisir. sais pas si t'as un dernier truc à rajouter. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Allez voir Fruit Basket, parce que Fruit Basket c'est vraiment bien. Et vous avez besoin de Fruit Basket dans vos vies. Peu importe ce que vous aimez, Fruit Basket ça peut vous apporter quelque chose de positif. Ouais, en plus, je suis en train de repenser, tu te dis ça, mais il y a Delcourt qui a du coup ressorti une nouvelle édition de Fruit Basket qui est vraiment magnifique. Et ils ont changé un petit peu les traductions et tout. Donc franchement, foncez voir Fruit Basket. Que vous soyez un garçon ou une fille, je le répète, vraiment, ça va vous apprendre plein de trucs sur la vie des Japonais, même des bonnes valeurs humaines. Genre, c'est trop bien Fruit Basket, c'est trop un manga doudou. Moi, franchement, j'adore. Et puis même tous les mangas de cette autrice, je sais pas si t'as lu le reste. Elle a fait Twinkle Star. Ouais, j'ai lu Twinkle Star juste. Et après, là, elle en a fait un autre, mais il est en arrêt, c'est Liselotte et la forêt des sorcières ou un truc comme ça. Mais celui-là est en pause. Mais sinon, ouais, je vous recommande ces deux autres mangas qui sont vraiment trop top. Voilà. Merci beaucoup, Julia, c'était cool. Avec plaisir. Et allez voir tout ce qu'elle fait parce que c'est chouette. Oui.
Je vous remercie, chers auditeuristes, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de penser à aller regarder peut-être si jamais ça vous a donné envie le contenu de Julia. Si vous aimeriez regarder une personne posée qui fait des vidéos avec passion et bienveillance, eh bien son contenu est fait pour vous. Et en attendant, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de l'épisode, que ce soit sur Instagram, Twitter, ou même dans les commentaires YouTube, si jamais tu l'écoutes sur cette plateforme. Bien sûr, tu trouveras tous les liens nécessaires en description ou en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et portez-vous bien.